Je pense qu'on peut démarrer tranquillement. De toute façon, le temps qu'on introduise un petit peu, ça permettra aux dernières personnes de se connecter et de ne pas prendre de retard de l'autre côté. Donc, merci à toutes celles et ceux qui sont connectés pour notre webinaire d'information sur le troisième appel du CETP, l'appel 2024. Pour rappel très générique et pour information, donc ce webinaire est enregistré. Ça veut dire qu'il sera rendu disponible en replay sur le site Horizon Europe du ministère et les slides seront bien évidemment aussi mises sur le site pour être téléchargeables après coup. Pour me présenter très rapidement, donc moi je suis Benjamin Viniger du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et je coordonne l'équipe du point contact national pour les sujets climat, énergie et mobilité, donc au sein du MESR, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et à ce titre, je travaille notamment avec Annabelle Rondeau, qui représente le comité de programme sur les sujets climat et énergie. Euh, donc, pour introduire assez rapidement l'ordre du jour, donc il est à peu près 14 heures et on aura terminé vers 15h45. On va procéder à un rappel assez rapide de ce que c'est le partenariat CETP. Donc, on aura Xavier Montagne, qui est expert énergie au sein du ministère, qui reviendra sur les grandes lignes de ce partenariat-là. Puis, je donnerai la parole aux trois agences. Comme vous le savez, le CETP, il y a trois agences au niveau français qui sont partie prenante, qui financent les partenaires français dans les projets CETP, donc l'ADEME, l'ANR et la région Pays de la Loire. Donc, ces trois agences vont revenir sur les résultats des appels 2023 et introduiront par la suite donc, les appels, l'appel 2024 avec ces fameux call modules, donc les topics sur lesquels vous allez pouvoir candidater au niveau français. Un rappel assez rapide aussi des règles de participation qui n'ont pas évolué depuis les premiers appels, avec des règles de participation assez générales à l'ensemble des partenaires européens que j'expliciterai, et puis des règles un peu plus particulières agence par agence. Un témoignage d'un lauréat de l'appel 2023, donc Jean-Christophe Gilotto, qui nous présentera le projet Stewart. Et puis un petit temps de questions-réponses si vous le souhaitez pour approfondir certains points. Et normalement, à 15h45, nous en aurons terminé. Donc, sans prendre trop de retard, je passe la parole à Xavier Montagne pour nous faire une présentation du Clean Energy Transition Partnership. Bien, merci Benjamin, merci Annabelle. Bonjour à tous et à toutes pour votre participation à ce webinaire. Et avant de repasser la main à Benjamin et à tous les intervenants, on voulait juste vous faire un petit rappel sur ce qu'est ce Clean Energy Transition Partnership, ce partenariat. Donc, hop, c'est bon. Le CETP, donc, c'est un partenariat multilatéral, c'est un partenariat stratégique de programmes nationaux et régionaux de recherche, de développement et d'innovation qui associe des États membres de l'espace économique européen, partenaires, et des non-membres de cet espace économique européen. Donc ça, c'est ce que c'est. Pourquoi ce partenariat a été mis en place? En fait, ça a été mis en place pour soutenir la mise en œuvre du 7 plan, donc du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques, donc ce que l'on appelle le 7 plan dans notre jargon, de façon à obtenir et à atteindre des objectifs finaux qui ont été fixés dans le cadre notamment du plan Repower EU, sorry, pardon. Et les objectifs principalement sont atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, diversifier l'approvisionnement énergétique de l'Europe et renforcer toutes les chaînes de valeur de l'énergie propre en Europe, et en travaillant notamment sur la durabilité de toutes les filières. Et donc, comment faire? Eh bien, ce CETP, donc ce partenariat, s'appuie sur les initiatives existantes du 7 plan,
Donc ça, le 7 plans, c'est vraiment le fil conducteur. On va s'aligner sur les plans nationaux en matière d'énergie, de climat, et donc on va consolider le financement de la recherche provenant de sources nationales, de sources régionales, pour diverses technologies associées à la transition énergétique. Donc, ce financement énergétique, Benjamin l'a évoqué tout à l'heure, le financement provient d'agences nationales, régionales et de la Commission européenne. L'objectif, c'est une transition menée par l'industrie, faisant de l'Europe un leader en matière d'innovation et de mise en œuvre des énergies propres. Donc ça, c'est vraiment le fil conducteur. Alors, le partenariat, donc c'est une trentaine de pays, c'est une cinquantaine d'agences de financement et de ministères, et bien sûr le top-up de la Commission européenne qui est très très important. Et ça fonctionne par des appels annuels, donc entre 2022 et 2027. Et nous sommes là pour faire un bilan un état des lieux de ce qui a été financé en 2023 et pour voir comment 2024 va être lancé. Et pour 2024, c'est un budget de 130 millions d'euros qui va être proposé. La structure du comment alors tu peux attends, j'ai pas accès à la planche suivante. Je te reprends la main et tu me dis de passer les slides. OK, la suivante. Voilà, merci. Donc l'ossature, c'est au travers d'axes que l'on appelle les TRI. Et les TRI, ce sont des initiatives de transition qui sont des axes thématiques des partenaires de financement du partenariat, de façon à travailler ensemble sur des défis qui sont bien spécifiques à l'agenda stratégique de recherche et d'innovation, donc le SRIA qui a été mis en place. Et ce CETP a travaillé autour de 7 axes thématiques, donc 7 TRI qui répondent aux 7 défis qui ont été bien identifiés et qui ont été décrits justement dans cet agenda stratégique de recherche et d'innovation. Et chacun de ces TRI est dirigé par l'un des partenaires du partenariat, connu sous le nom de TRI Lead. Alors, ici, sur la planche, je ne sais pas si vous êtes capable de lire les TRI. Donc, je vais simplement les rappeler en les lisant, en les donnant en anglais. Le TRI 1, c'est Integrated Net Zero Emission Energy System. Le TRI 2, c'est Enhanced Zero Emission Power Technologies. TRI 3, Enabling Climate Neutrality with Storage Technologies, Renewable Fuel and CCUS. TRI 4, Efficient Zero Emission Heating and Cooling Solution. TRI 5, Integrated Regional Energy System. TRI 6, Integrated Industrial Energy System. And TRI 7, Integration in the Built Environment. Tous ces TRI sont vraiment, les axes sont structurés pour donner un cadre et proposer les grands programmes et les grandes solutions qui correspondent au SRIA. La suivante, s'il te plaît. Donc, chaque TRI définit le périmètre d'un ou plusieurs modules d'appel. Ces modules d'appel à projet sont les thèmes de chaque appel conjoint annuel. Tous les partenaires financiers concernés contribuent et décident à quel module d'appel ils souhaitent participer. Et les candidats doivent savoir que tous les partenaires financiers ne participent pas à tous les modules d'appel. Donc ça, sont des choix qui sont faits en fonction des pays. Alors, juste une planche pour montrer un peu la structure d'un consortium et comment ça va fonctionner. Un consortium, ça va être plusieurs partenaires
et qui vont proposer une architecture et pour les lauréats, eh bien, il pourra y avoir les financements vont être financés par chaque pays porteur enfin, chaque pays recevra le financement de l'Europe et le financement de son pays en fonction, par l'agence avec laquelle le call module aura été construit. Donc, c'est un système assez simple de mise en œuvre. Et par exemple, au niveau national, c'est ANR, ADEME et Région Pays de la Loire qui sont les agences de financement. Et pour conclure ma présentation, avant de repasser la main à Benjamin et à Annabelle, l'appel à projet 2024, si tu veux bien mettre la suivante. Ou si... L'appel à Normalement, projet c'est bon. 2024. Normalement, c'est bon. Tu l'as? Ah, voilà. Voilà. Et donc, l'appel à projet 2024, donc l'ouverture se fera le 19 septembre avec une fermeture le 21 novembre 2024 à 14 heures. Hein. Et les propositions complètes seront, l'ouverture des dépôts pour les propositions complètes sera à la fin janvier, le 29 janvier, avec une fermeture le 2 avril. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire en présentation, et les projets démarreront au dernier trimestre 2025. Donc voilà, je vais passer la parole à Benjamin et Annabelle pour reprendre et continuer les différentes étapes de l'ordre du jour. Je vous remercie et bien évidemment, hein, nous sommes tous là pour répondre à vos questions. Merci Xavier. Donc, on passe au deuxième point de l'agenda qui était les résultats de l'appel 2023. Si vous avez des questions, j'en profite pour le dire. N'hésitez pas à les poser dans le chat. On est plusieurs à être capables de vous répondre en direct. Et sinon, d'attendre donc la session de questions-réponses en fin de webinaire. Et donc, je passe la parole à l'ANR pour les résultats de l'appel 2023. Merci beaucoup, Benjamin. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je me présente. Je suis Tamilys Morel. Je suis chargée de projet scientifique à l'ANR et je suis un des points de contact de l'agence. Donc, effectivement, on vous présente ici une liste des projets qui ont été retenus avec un financement ANR dans le cadre de l'appel COTP 2023. Pour vous donner quelques éléments du contexte, 63 projets ont été globalement financés pour cette édition de l'appel, dont 11 qui impliquent des partenaires financés par l'ANR. 11 projets qui ont été financés total après la deuxième étape, donc on avait 22 projets éligibles en étape 1, ce qui correspond à une aide globale allouée par l'ANR de 3,5 millions d'euros. Je ne vais pas détailler vraiment chaque ligne de chaque projet financé, mais je vais vous présenter les thématiques des 11 projets qui ont été financés. Donc, on a eu 4 projets financés, donc l'éco-module 3A, donc l'éco-module 3A qui fait partie du TRI2, donc les projets Esomur, Icarus, Omerez et Sunlife. Donc, c'est un co-module qui est dédié aux énergies renouvelables, plutôt sur la recherche en amont. On retrouve donc par exemple la technologie de l'éolien offshore flottant, les technologies photovoltaïques et photoélectrochimiques. Un projet plus sur le développement de solutions d'exploitation et de maintenance numérisée pour les systèmes de sources d'énergie renouvelable hybrides, et encore un projet sur les cellules solaires accouchements. Pour les co-modules 4 dans le TRI 3, nous avons un projet financé, le projet SHEET, qui parle plutôt de développement de technologies de captage de CO2 compact et efficace en termes de coûts et d'énergie. Si on passe aux slides suivantes, je ne sais pas si j'ai... Oui, merci beaucoup. Encore sur le TRI 3, mais maintenant avec les co-modules 5, donc les co-modules sur l'hydrogène, nous avons eu 4 projets financés, CladPipe for H2, Cliosphère, Genius Fuse et Locobio. Ces 4 projets
il traite plutôt des questions de stockage et de transport de l'hydrogène, les questions de production aussi de l'hydrogène. Pardon. Ouais, on a pris on a pris la main. S'il vous plaît, ne prenez pas la main sur les présentations. Ah, on a encore pris la main. Donc surtout, ne cliquez pas sur prendre le contrôle en haut, c'est pour les présentateurs, hein. Voilà, D'accord. merci. Enfin, je ne parle pas à vous spécifiquement, hein, de manière générale dans les participants. Et donc, on était à ces slides. OK. Je reviens. Donc, j'étais en train de parler de projets qui ont été financés dans les corps modules 3. Donc, en module 5, pardon, TRI3, donc Cloud Pipe for Hydrogène, Cliosphère, Genocius et Loco Bio. Donc, ces projets, comme j'ai parlé avant, ils traitent sur les questions du stockage et transport de l'hydrogène, les questions aussi de production de l'hydrogène, ou encore sur l'électrolyse à haute température combinée à une unité de gazéification de la biomasse, ou encore la production du biocarburant à partir de biohuiles de pyrolyse. Sur le TRI 4, pour les module 6, nous avons eu un projet financier, le projet Safe Heat, qui est un projet qui traite, ils envisagent de faire une preuve de concept d'un pompe à chaleur utilisant des fluides naturels non toxiques et non inflammables. Et pour finaliser, un dernier projet financé aussi pour le TRI 4, mais là, j'étais un petite coquille qui s'est glissée, mais c'est dans les module 7, Geothermal Energy Technologies. C'est le projet GeoTwins, qui est un projet dans la génie de la géothermique profonde. Donc, je laisse la parole à ma collègue de l'ADEME. Voilà, l'ADEME, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, oui, je me présente rapidement. Je suis Samira Kerouf, je suis coordonnatrice scientifique sur les systèmes énergétiques à l'ADEME dans la direction exécutive prospective recherche. Et donc, je suis l'interlocutrice sur le partnership CETP. Alors, pour nous, pour l'ADEME, nous avons eu en fait 5 projets. 5 projets ont été déposés. Et sur les 5 pré-projets, un seul est passé à l'étape finale de la sélection. Donc, ce seul projet a été finalement retenu, et donc c'est celui que je vous présente là. Donc, il est sur le call module, donc le CM04 sur carbon capture et utilisation et stockage de carbone. Il est coordonné par le partenaire français qui est l'IFPAN. Et en fait, ce projet réunit 11 partenaires en tout. La durée du projet, donc c'est 36 mois, et le budget total qui est précisé ici, je m'excuse, on le corrigera, c'est le budget de l'IFPEN, du partenaire français. Le budget total du projet, il est à 4 354 000, je vous passe les autres chiffres mais voilà, donc c'est plutôt autour de 4 millions 4. Le projet a pour objectif de permettre le ciblage de réservoirs qui sont plus complexes et du coup accélérer et sécuriser la mise à l'échelle des projets de CCS. Et il rentre dans le cadre de l'évaluation du stockage du CO2 et il vise à fournir les outils de caractérisation et de simulation nécessaires pour améliorer le comportement des défauts et l'évaluation des risques des réservoirs. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je donne la parole du coup à la région Pays de Loire. Oui, bonjour à tous, merci Samira. Je me présente rapidement, Charlotte Noblo, je suis chargée de projet européen à la direction des politiques européennes pour la région Pays de la Loire. Et donc avec ma collègue Gaëlle Frostin qui se présentera tout à l'heure, on suit en binôme le suivi du CETP pour la région Pays de la Loire. On souhaitait vous présenter aujourd'hui le projet lauréat Stewart pour Science-Based Environmentally Friendly New Layout for Floating PV. Dans lequel on retrouve 2 structures qui sont basées en Pays de la Loire, Innossi et Heliorec, qui sont 2 entreprises. Ce projet est composé de 7 partenaires au total et il est coordonné par un partenaire allemand. Nous, au niveau des Pays de la Loire, on a un budget donc, pour ces 2 partenaires français qui est équivalent à peu près à 1,1 million
Non, pardon, 1,1 million, c'est le montant total d'aide et donc le cofinancement pour les projets, pour les partenaires français s'élève environ à 329 000 euros. Peut-être une précision, on aura le plaisir tout à l'heure d'accueillir justement notre collègue Dinossi pour avoir un témoignage un petit peu sur sa participation pendant la phase de montage de projet. Donc j'en dis pas plus pour le moment puisque on aura voilà, la chance d'avoir en direct avec nous le collègue Dinossi. Et je repasse la parole à Benjamin, je pense. Oui, merci. Merci beaucoup pour vos retours sur cet appel 2023. Et donc, logiquement, on passe sur la présentation de l'appel 2024 de ces codes modules. Donc, très rapidement, je vous représente donc la structuration des fameux TRI qui vous ont été présentés par Xavier et des codes modules. Par rapport à 2023, les TRI n'ont pas changé, donc vous allez retrouver la même structuration que vous connaissez déjà. Au niveau des codes modules qui sont vraiment en fait les appels sur lesquels vous allez pouvoir candidater, pas de changement majeur si ce n'est sur le TRI 1 avec le premier appel qui vise donc les espaces de données énergétiques et de l'interopérabilité, qui n'est pas facile à dire. Donc, en général, on a une agence qui se positionne par code module, sauf sur le TRI 2 et le troisième code module, où comme vous le voyez, vous avez un sous-code module A et B, mais ça vous sera présenté un peu plus particulièrement par les agences. Et puis de même pour le code module numéro 4, où on aura l'ANR et l'ADEME, avec l'ADEME qui ne se positionne que sur les sujets vraiment CCS, CCU. La France est absente de 3 codes modules, le 2, le 8 et le 9. Ça veut dire que concrètement, en fait, des partenaires français ne pourront pas être financés sur ces différents appels. Voilà, je crois que j'ai couvert ce que je voulais dire. Donc, je passe la parole donc, au premier intervenant qui est l'ADEME sur le premier code module et je passe le slide. Merci. Donc, sur ce module Data Spaces Interoperability. Donc, ce module vise l'interopérabilité entre plateformes de données dans le domaine de l'énergie. Et dans cette édition, en ce qui concerne ce module, en tout cas, on s'est orienté, enfin, du coup, ce module s'est orienté vers le financement d'un seul projet qui vise à développer une infrastructure logicielle pour permettre et valider l'interopérabilité entre plateformes de données pour un cas d'usage qui considère les services énergétiques rendus possibles par l'échange de données au niveau intersectoriel et au niveau transfrontalier. Le cas d'usage qui est retenu est l'infrastructure de recharge de véhicules électriques, dans lesquels les services de flexibilité du réseau électrique sont rendus possibles par l'échange de données et l'intégration entre l'énergie et la mobilité, mais différents cas d'études pourraient être proposés à condition qu'ils abordent des applications multilatérales et intersectorielles. Donc, pour obtenir un impact maximal, du coup, ce module, comme je le disais, est destiné à financer un seul projet avec un grand consortium et doté d'un budget de 5 millions d'euros et qui devrait impliquer au moins 5 pays. Voilà. Merci. Donc, je passe au deuxième... pardon, je coupe. Si tu avais fini? Oui. Donc, le deuxième code module, c'est effectivement le code module qui n'est pas financé au niveau français. On vous a mis les slides pour information, mais on va passer. Et donc, je passe directement au code module numéro 3, où, comme je le disais, donc l'ANR et Région Pays de la Loire sont présents. Et c'est Région Pays de la Loire qui va nous présenter cet appel. Oui, merci Benjamin. Donc effectivement, ce call module 3, qui, j'y reviendrai, se divise en 2 entrées A et B, qui a vocation donc à développer les technologies avancées de production d'énergie renouvelable avec un focus sur la production d'électricité. Il y a donc une liste de vecteurs énergétiques qui a été ciblée. On retrouve les bioénergies, l'énergie solaire concentrée, l'énergie photovoltaïque, les énergies marines renouvelables,
l'éolien en mer ou sur terre, ainsi que les systèmes d'hybridation ou d'intégration, en incluant les questions de stockage. Au niveau des attentes, les projets doivent atteindre donc les grands objectifs des stratégies de l'Union européenne en faveur de la transition énergétique. On citait tout à l'heure le 7 plan, je ne vais pas y revenir. Ils doivent prendre en compte aussi des éléments assez transversaux comme la réduction des coûts de production, la circularité ou la durabilité des technologies. Pour préciser un petit peu les choses sur ces deux entrées A et B, effectivement, sur ce call module, en fait, on a deux possibilités. On a des actions de recherche orientées, des actions orientées recherche, pardon, et des actions orientées innovation. Ça reprend en fait la division classique que l'on peut retrouver dans les projets Horizon Europe, avec donc les ROA, donc Research Oriented Action, qui concernent des projets de bas TRL en dessous de 5 et des projets IOA, donc Innovation Oriented Action, qui vont concerner là des projets avec des TRL plus hautes à partir de 5. Il faut savoir que donc l'ANR s'est positionné plutôt sur le financement de projets qui dépendent de l'entrée A, tandis que la région Pays de la Loire s'est positionnée au niveau de l'entrée B, puisque nous, en Pays de la Loire, on souhaite plutôt aller financer des acteurs économiques avec donc des développements de technologies hautes sur l'échelle des TRL. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur cette slide et évidemment, on pourra y revenir lors des questions-réponses. Merci Charlotte. Et on passe au call module numéro 4. De même, c'est un des deux call modules où donc il y a deux agences, c'est l'ANR et l'ADEME. Et c'est l'ADEME qui nous présente ce call module. Ok, donc de ce module, donc Carbon Capture, Utilization and Storage, donc il soutient des projets de développement et de mise en œuvre de technologies CCUS qui font référence à tous les domaines des chaînes CCU et CCS, principalement dans le secteur industriel et énergétique. Pour accélérer la mise sur le marché des technologies CCUS, les projets devront impliquer avec une participation à coût partagé le secteur industriel et en particulier les industries lourdes, énergo-intensives. Les propositions devront illustrer le potentiel de passage à une échelle industrielle dans une phase de démonstration. Les propositions qui sont axées sur le développement de nouvelles installations pilotes et démonstrations présentent un intérêt particulier. Outre le développement des solutions technologiques, les propositions devront également aborder, bien sûr, les impacts environnementaux et socio-économiques de l'application industrielle de la technologie proposée. Donc, de la même manière que pour le précédent module, l'ADEME intervient sur les TRL les plus élevés jusqu'à TRL 8 et l'ANR interviendra sur les TRL plus bas. Je voulais préciser également que l'ADEME ne financera pas les projets qui répondent aux thématiques en lien avec la production d'hydrogène. Voilà, il y a certaines thématiques, vous verrez dans le descriptif du call, il y a quelques thématiques qui sont en lien avec la production d'hydrogène, donc l'ADEME ne portera pas son financement là-dessus. Voilà. Merci, du coup on peut passer au module suivant. Ouais, merci beaucoup. Et on passe au call module numéro 5 avec l'ANR. Oui, effectivement, c'est moi qui vais poursuivre. Donc, pour l'ANR, Pascal Bain, je vais vous présenter plusieurs call modules dans lesquels l'ANR est impliqué comme financeur potentiel, en vous précisant bien qu'en fait, ce sont des call modules qui sont comme celui qu'on vient de voir, là, qui vient d'être à l'instant présenté par l'ADEME, des call modules qui sont ouverts à une très large gamme de niveaux de TRL. Mais je voulais d'abord insister sur le fait que même si c'est ouvert à une très large gamme de niveaux de TRL, il est demandé, exigé que le TRL global atteint en fin de projet soit au minimum de 5 d'une part, et d'autre part que le système d'évaluation et de sélection qui a été mis en place tend plutôt quand même à privilégier des projets qui vont avoir un impact à relativement court, moyen terme sur le système énergétique. Donc ça veut dire que même si c'est des projets
qui peuvent être à relativement bas TRL, il faut qu'ils montrent clairement leur chemin d'impact et à quelle échéance ils pourront avoir cet impact sur le système énergétique, notamment en intégrant des entreprises, même si ce n'est pas toujours complètement exigé. Les entreprises impliquées dans les projets sont quand même souhaitables, même si elles ont un rôle qui peut être mineur dans un premier temps, pour pouvoir ensuite prendre le relais éventuellement pour les suites sur ce chemin vers l'innovation. Ce sont des aspects qui sont absolument cruciaux à prendre en compte lorsque vous construisez vos projets. Donc, je voulais insister sur ce point-là. Pour en revenir plus spécifiquement aux thématiques de ce call module, donc il est centré sur les vecteurs énergétiques que sont l'hydrogène d'une part, et tous les carburants renouvelables issus de la biomasse ou pas d'autre part. Ça sera à vous de voir. C'est des projets qui peuvent concerner les différents maillons de la chaîne, depuis la production du carburant hydrogène ou carburant carboné, on va dire, jusqu'à son utilisation finale, en passant par les étapes de transformation, transport, stockage. Voilà. Donc les différents maillons de ces chaînes-là peuvent être abordés dans les projets. Il est important aussi d'inclure dans ces projets-là, comme je l'ai dit, à la fois les aspects visés un peu marché. C'est quelque chose qui, même si vous êtes sur une recherche un peu plus amont, c'est important de le prendre en compte un peu dès le départ, parce que ça fait aussi partie de ces critères d'évaluation, de donner ces perspectives en termes de marché ou en termes d'apport pour lever des verrous qui vont permettre à ce que vous voulez considérer d'atteindre le marché et de pouvoir se déployer. C'est aussi important peut-être aussi, dans certains cas, d'apporter des éléments un peu plus d'ordre économique pour ces projets-là. Je voulais aussi signaler par rapport à l'hydrogène que l'ANR, même si elle finance un peu tous les sujets dans ce call module, ne finance que des projets relatifs à la production d'hydrogène qualifié de vert, comme vous le savez. Donc on ne va pas financer l'hydrogène bleu ou gris, enfin voilà, donc qui va impliquer donc des sources fossiles carbonées pour produire de l'hydrogène. Donc ça fait partie de la politique nationale qui est suivie par l'ANR, bien entendu, comme agence dépendant du ministère de la Recherche. Voilà, on peut passer. Call module suivant, donc sur les technologies pour le chauffage ou la production de froid. Alors, c'est un call module qui peut s'intéresser à tous les types de sources de chaleur et de froid, qui va là encore couvrir l'ensemble de la chaîne depuis ses sources propres. Alors, hors géothermie, parce qu'en fait, on verra tout à l'heure qu'il y a un module d'appel qui est dédié à la géothermie. Donc toutes ces sources, ça peut être du solaire, ça peut être des sources liées à la combustion, de choses, enfin, voilà. Donc tout ce qui va concerner la distribution de vecteurs de chaud et de froid, éventuellement leur stockage. On pense par exemple pour la production de froid, voilà, mais ça peut aussi être pour de la chaleur, et puis toute la conversion et l'utilisation finale. Voilà. Je ne vais pas revenir un peu sur les autres critères, comme je l'ai dit, là encore, comme je l'ai précisé au préalable, les entreprises sont souhaitables, l'implication d'entreprises dans les projets, et les perspectives de déploiement également sont à envisager, même si elles ne sont pas dans le cadre du projet, mais en tout cas expliquer clairement comment ça pourra aller vers le marché. On peut passer à la suite. Voilà, comme je le disais, il y a aussi un module d'appel qui est lié spécifiquement à la géothermie, aux énergies géothermiques. Alors c'est un module qui a été introduit l'an passé, parce que le premier appel, pour ceux qui s'étaient intéressés au premier appel qui avait été lancé par le partenariat en 2022, se souvenaient peut-être qu'il n'y avait pas de module dédié à la géothermie. Ça a été introduit l'an passé pour pallier au fait qu'il y avait
avait très peu de projets sur la géothermie qui avaient été déposés dans le précédent module d'appel que je viens de présenter sur la chaleur et le froid. Et donc, ils auront souhaité, au niveau du partenariat, créer ce module-là pour montrer que la géothermie, les projets de géothermie étaient parfaitement bienvenus dans cet appel CETP. Voilà, donc c'est ça l'idée. Et là encore, ça peut couvrir différents domaines, depuis les sources géothermiques jusqu'à l'usage final. Voilà. Aussi bien pour la production d'ailleurs de chaud, de froid éventuellement, mais aussi pour la production d'électricité. Merci. Bon, comme vous l'aurez compris, c'est l'ANR qui s'est positionné sur les derniers appels, donc c'est Pascal Bain qui conserve la parole. Les call modules 8 et 9, donc aucune agence française n'est présente. Donc je passe rapidement et je te repasse la parole pour le call module numéro 10. Effectivement, oui, je reprends. Je vais fermer mon micro, mais je reprends effectivement la parole pour vous donner quelques informations sur ce call module, alors qui, en fait, l'an dernier avait été séparé en deux sur le même modèle que le call module 3, donc il y avait call module 10A et B. Cette année, compte tenu du fait surtout qu'il y a eu très peu de projets déposés sur le call module, sur les TRL les plus élevés, mais vraiment très peu, c'était seulement deux propositions reçues, et que les frontières entre les deux call modules n'étaient pas si nettes que ça. Il a été décidé de tout fusionner en un seul call module, donc qui couvre toute l'échelle des TRL possibles, sachant que on commence là encore à des TRL en fin de projet à atteindre assez élevés, plutôt supérieurs à 5. Voilà, donc on est là sur un call module qui vise à regarder tous les aspects liés à l'intégration de technologies énergétiques qui peuvent être très diverses pour la production de chaleur, de froid, etc., d'électricité, dans les bâtiments qui peuvent être des bâtiments nouveaux, mais surtout des bâtiments anciens également sont tout à fait éligibles pour ce type d'approche, et quel que soit le secteur. Alors, je tenais à souligner que là, on est quand même plutôt axé sur des technologies que l'on veut intégrer dans les bâtiments. Si votre projet, c'est plutôt d'adopter des approches totalement systémiques de l'efficacité énergétique à l'échelle des bâtiments, plus largement à l'échelle peut-être même des quartiers ou des choses comme ça, je vous invite aussi en parallèle à lire l'appel d'un autre partenariat qui s'appelle le partenariat Driving Urban Transition, dans lequel l'ANR et l'ADEME sont également impliqués, et qui a un topic, un thème consacré aux quartiers à énergie positive, dans lesquels on vise plutôt le soutien des approches intégratrices et plutôt systémiques à des échelles plus grandes que le bâtiment. L'échelle qui peut aller jusqu'au quartier, et où, là encore, on n'est pas focalisé sur une technologie. Donc, c'est un choix à faire en fonction de l'orientation que vous voulez prendre par rapport à votre projet. Si vous êtes plutôt sur l'intégration de technologie dans les bâtiments spécifiques, c'est plutôt dans l'appel CETP qu'il faudra déposer votre projet. Si vous êtes sur des approches beaucoup plus systémiques de l'efficacité énergétique à différentes échelles, depuis le bâtiment jusqu'au quartier par exemple, c'est plutôt l'appel DUT qu'il faudra regarder, sachant que les calendriers sont assez comparables en termes de dépôt. Merci beaucoup. Comme on est un petit peu en avance sur le programme, peut-être qu'on peut faire une pause maintenant pour répondre aux questions qui ont été posées dans le chat. Donc, en reprenant du bas vers le haut, il y a une dernière question qui a été posée justement sur cet appel-là, à savoir si la construction modulaire rentre dans le scope de ce call module. Alors, il faut que ça ait un lien direct avec l'énergie. C'est-à-dire que la construction modulaire, si c'est purement des systèmes constructifs dans lesquels il n'y a pas forcément d'approche liée
à l'énergie, que ce soit par rapport à l'efficacité énergétique ou que ce soit par rapport à la production d'énergie, ça serait hors sujet. Donc il faut vraiment que dans votre projet, il y ait un aspect central autour de l'énergie et des technologies qui vont avoir un effet sur l'énergie utilisée et consommée dans le bâtiment. Voilà, donc c'est quand même ça qu'il faut toujours avoir bien en tête ici. Ce n'est pas un programme autour de la construction, c'est quand même un programme autour de l'énergie. Merci beaucoup. Après, ouais. Alors, on avait une petite discussion dans le chat autour de l'hydrogène géologique, l'hydrogène blanc, il me semble. Voilà, à savoir quelle était sa place dans ce CETP. Est-ce qu'on peut le considérer comme hydrogène renouvelable, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez des retours là-dessus. Alors, je ne saurais pas trop dire parce qu'il n'y a pas eu de projet financé sur ce sujet-là. Je ne suis pas sûr qu'il y en a eu qui a été déposé cette année. Bon, ça pourrait rentrer effectivement, ça pourrait rentrer dans le call module que j'ai présenté sur l'hydrogène a priori. Ça devrait pouvoir rentrer si c'est bien justifié. Mais là encore, ce qui est important, c'est que ça soit pas purement exploratoire. Il ne faut pas que ce soit un projet où vous êtes encore très amont en termes de production de connaissances et pour lesquels on ne voit pas de débouché sur le marché de l'énergie. Voilà, donc il faut pouvoir prouver, entre guillemets, que le projet que vous allez construire autour de l'hydrogène naturel va permettre d'avoir des débouchés en termes d'exploitation à terme. Donc à terme, ça peut être dans 5 ans, dans 8 ans, je ne sais pas, mais en tout cas avoir un peu cette vision-là et montrer quel est l'apport de ce projet-là pour ce type d'exploitation industrielle. Très bien. On avait aussi eu deux questions concernant le nombre de projets qui est financé en général côté français par call module. Alors, il n'y a pas de règle. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les dépôts, déjà à l'échelle globale par call module, sont très variables. Je pense qu'il n'y a pas de secret, je peux vous donner des chiffres. Donc, ça varie entre un projet, une seule proposition déposée, alors que pourtant c'était un appel. Alors, c'était pas comme cette année où on a un call module, comme vous l'avez compris, le premier, qui vise à financer qu'un seul projet. Mais des call modules qui étaient quand même relativement ouverts et pas limités en nombre de projets, dont il y en a un qui en a reçu qu'un seul. Donc ça varie de 1 l'an passé entre 1 et 30. Donc il y a déjà une très forte variabilité en termes de dépôt. Après, en termes de taux de succès, c'est assez proche en fait entre call modules. Donc il n'y a pas d'anomalie majeure, sachant que quand on est sur des petits nombres, quand il n'y a qu'un seul projet, soit il est financé, soit il n'est pas financé. Donc ça n'a pas de sens de parler de taux de succès quasiment dans ce cas-là. Mais en tout cas, il n'y a pas pour les modules d'appel qui reçoivent des nombres un peu plus consistants de projets, il n'y a pas de biais majeur en termes de taux de succès. Voilà, on essaie que ça soit à peu près comparable. Ça fait un peu partie aussi des règles de sélection qu'on se donne au niveau du consortium. On ne veut pas créer de biais par rapport à ça. Donc dès lors que les projets sont bien notés en termes d'évaluation, ils ont des chances d'être financés et avec des taux de succès relativement comparables entre modules d'appel. Et j'en profite pour dire à mes collègues de Région Pays de la Loire et de l'EDEM, si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Du coup, là, on avait fait un peu le tour des premières questions. Alors, pour les questions qui sont un peu plus spécifiques, vraiment sur des idées de projet, je pense que ça, vous pourrez reprendre directement contact avec les agences pertinentes pour creuser un petit peu. Donc, je rebondis sur une question qui, effectivement, demande comment s'organisent donc les différentes priorités qui sont demandées par les agences au niveau national des différents pays dans un même projet. Donc, soit Pascal, soit euh, quelqu'un de notre agence.
Ouais, je peux peut-être commencer en expliquant le positionnement de l'ANR et pourquoi est-ce qu'on n'est pas, on est sur pas mal de call modules comme vous avez pu le voir, mais pas sur tous. Alors, le choix, en fait, il est basé essentiellement sur les niveaux de TRL minimaux acceptables dans les call modules. Il se trouve que certains call modules demandent d'atteindre en fin de projet des niveaux de TRL qui sont relativement élevés, par exemple supérieurs à 6, voire au-delà. Et c'est quelque chose qui ne correspond pas au positionnement de l'ANR, comme vous le savez probablement, puisque l'ANR finance essentiellement des activités de recherche à des TRL relativement bas, en principe jusqu'à 4. Bon, on peut admettre qu'il y ait quelques activités qui soient à des TRL un peu plus élevés, mais ça doit rester relativement marginal dans les activités qui sont financées par l'ANR. Donc c'est plutôt de ce point de vue-là que se font, enfin, par rapport à ce point de vue-là que se font les choix de positionnement de l'ANR, c'est qu'on n'a pas pu peut-être faire convaincre nos collègues des autres agences d'ouvrir un peu plus en termes de TRL certains modules d'appel qui sont vraiment focalisés sur les aspects démonstration, expérimentation, et que là, ça échappe au domaine d'intervention de l'ANR, essentiellement. Sinon, on a essayé de se positionner sur tous les autres modules d'appel. Et Gaëlle, tu peux prendre la parole. Oui, merci. Un petit complément côté région Pays de la Loire. Donc, notre participation à ce partenariat européen s'inscrit dans le cadre de notre politique de soutien au développement économique. Donc, ce qui explique notre positionnement sur des TRL justement un petit peu plus élevés dans le call module 3. Et nous sommes positionnés sur un seul module, puisque nous faisons figure un petit peu de petit poussé par rapport aux différents partenaires de ce partenariat. Et on a souhaité concentrer nos efforts sur le call module qui nous semblait le plus large en termes de technologie éligible, et puis qui s'inscrivait dans le prolongement de notre précédente participation aux OCNR-ANET, notamment, qui était focalisée sur les EMR. Et Samira, si tu veux compléter. Alors, juste un tout petit complément pour expliquer, pour nous, l'ADEME, on se positionne depuis le début essentiellement sur le module, le TRI 1, enfin le Transition Initiative, le premier, qui porte sur les réseaux, et puis sur le CCS et CUS. Et en fait, ce choix-là se fait par rapport à une stratégie globale de nos interventions au niveau de la recherche, développement, innovation, à travers les différents dispositifs français et puis du coup européens. Et en fait, pour nous, notre intervention au niveau de CETP, c'est aussi pour compléter les sujets sur lesquels on est moins impliqué pour l'instant au niveau français, en tout cas moins impliqué avec ce niveau de TRL et puis et c'est une exploration, si vous voulez. Donc voilà pourquoi on a fait le choix de travailler. Puis du coup, sur les réseaux, le positionnement qu'a CETP nous intéresse, puisque c'est une approche de développement systémique et de flexibilité de réseau à l'échelle européenne. Et ça, c'est quelque chose qui nous a particulièrement intéressés dans le cadre de CETP depuis le début. Voilà, juste pour expliquer un peu pourquoi on se positionne. Et puis avec un budget qui est restreint, donc on est obligé de faire des choix. Voilà. Merci. Je propose juste de prendre une dernière question qu'on n'a pas encore abordée par rapport c'est pour toi Pascal, je pense, c'est sur le chemin d'impact et le chemin d'innovation. Et pour les suivantes, c'est des questions qu'on pourra peut-être aborder quand on reviendra dans les règles un peu plus particulières à chaque agence. Oui, ça te semble bien. Oui, effectivement. Alors, j'ai évoqué cette question du chemin d'impact. Bon, ce qui est clair, c'est que le projet qui sera financé par CETP n'est pas le projet qui va permettre à la fin du projet, très probablement, d'avoir un produit qui puisse être directement mis sur le marché. Donc, c'est très rare qu'on ait des projets, notamment des projets dans lesquels va s'impliquer des partenaires financés par l'ANR, où nous, on va financer quand même des projets ATRL assez bas, même par rapport à CETP, on va dire des projets qui ont commencé à TRL 3, 4, pour les activités financées par l'ANR.
on ne va pas arriver à la fin du projet à un TRL de 8-9 qui va permettre ensuite d'avoir un produit à mettre sur le marché. Donc on est quand même dans une perspective où le projet financé dans ce ETP va devoir avoir une suite probablement financée par un autre guichet, l'Europe ou du financement propre des entreprises, etc. Et ce qui est important dans ce chemin d'impact, c'est qu'on montre où s'insère ce projet financé par CETP, en fait. Donner la perspective pour aller jusque sur le marché. Voilà, il faut lever tel verrou, voilà, il faut adresser tel sujet dans le cadre du projet CETP. Mais suite à ça, il y aura encore telle et telles étapes et montrer à quelle échéance on pourra avoir quelque chose qui pourra avoir un impact dans le domaine des technologies de l'énergie. C'est ça l'idée. Et merci. Donc, je propose qu'on continue, sachant qu'il y aura de toute façon un deuxième temps de questions-réponses. Donc, on l'a évoqué en filigrane. Donc il y a des règles de participation, évidemment, dont une partie qui s'applique vraiment à l'ensemble des partenaires, hein, qui sont assez proches finalement de ce qu'on retrouve dans la plupart des projets Horizon Europe, et puis une partie qui relève en fait des agences auxquelles vous allez vous retourner au niveau national et qui vont avoir des règles un peu plus spécifiques. En ce qui concerne donc, ces règles générales, je disais quelque chose d'assez courant dans ce qu'on retrouve dans les projets européens, avec une proposition en 2 étapes, une pré-proposition qui normalement ne doit pas dépasser 10 pages. Donc ce qu'on vous demande en fait, c'est vraiment une version très succincte de votre projet, de votre idée de projet, de votre consortium, voilà, des grandes idées que vous allez développer. Une fois cette pré-proposition déposée, vous allez éventuellement être invité à déposer une proposition complète qui, elle, ne doit pas dépasser 30 pages et qui n'est finalement que la continuité de votre pré-proposition. Donc, il ne s'agit pas d'amener de nouvelles idées, de modifier considérablement votre consortium, etc., mais simplement d'aller détailler tous les éléments que vous allez avoir mis dans votre pré-proposition. Et on va vous demander de revenir de façon un peu plus spécifique sur des questions de propriété intellectuelle, de gestion des données, sur les différents critères d'évaluation, également l'analyse des risques, etc. Donc 2 étapes, une pré-proposition avec un go, no-go, et puis une proposition complète qui, voilà, vous serez évalué selon les critères standards dans Horizon. Juste un point, je pense que vous l'avez perçu, mais important à souligner, c'est que quand vous déposez un projet, vous ne pouvez cibler qu'un seul code module. Enfin, vous ne pouvez cibler qu'un seul code module. Vous n'allez pas pouvoir ratisser de manière large. On vous demande vraiment de spécifier quel est le code module dans lequel vous vous insérez. Au niveau des critères d'éligibilité, voilà, on retrouve les grands critères d'Horizon Europe. Ça répond à la question qui a été posée dans le chat, c'est-à-dire qu'un consortium doit à minima être composé de 3 entités légales issues de 3 États membres différents qui participent au CETP. Avec une toute petite différence par rapport à Horizon Europe, c'est-à-dire que là, on vous demande que dans ce consortium, il y en ait au moins, enfin, ce consortium de 3 partenaires, au moins 2 de ces partenaires soient des États membres de l'Union européenne ou des partenaires issus d'États associés à Horizon Europe. Voilà, donc c'est un peu plus souple, on va dire, que les projets Horizon Europe traditionnels où le minima est de 3 partenaires issus de l'Union européenne ou des États associés. Sachant que les partenaires couvrent en fait la totalité des entités imaginables à partir du moment où cette entité a une personnalité juridique et possède un PIC au niveau de la Commission européenne, donc ce fameux numéro d'identification, c'est-à-dire qu'elle s'est enregistrée comme entité participante. Donc vous allez pouvoir y retrouver des universités, des laboratoires, des centres de recherche, des associations, des représentants de collectivités territoriales, etc., etc. Au niveau des critères un peu plus spécifiques, vous le lirez en plus de détail, notamment 2 sur, oui, des PME, je vois, effectivement, des PME sont éligibles.
On va vous demander à ce qu'un partenaire unique n'excède pas 60% de la totalité du projet, hein. L'idée, c'est pas qu'il y ait un partenaire qui soit vraiment omniprésent à l'intérieur du projet, et de même qu'une région ou un pays n'excède pas 75% de l'effort au sein du projet, parce que, pareil, l'idée, c'est pas qu'il y ait un pays ou une région qui concentre la majorité de l'effort au sein du projet, et que finalement, les autres soient là un peu pour cocher les critères de, de, de du caractère transnational de vos projets. Voilà ce que je peux dire au niveau générique, et je passe la parole donc aux agences pour les critères un peu plus spécifiques, et notamment pour l'ANR. Oui, merci Benjamin. Donc, c'est moi qui va poursuivre. Je me présente brièvement. Je suis Elisa Meridge, chargée de projet scientifique à l'ANR. Donc, on vous résume ici les règles principales de l'ANR, sachant qu'un document plus détaillé sera également bientôt publié sur le site de l'ANR pour détailler plus les modalités de participation des partenaires qui demandent un financement à l'agence. Alors, concernant les niveaux de TRL, l'ANR s'attend à financer des activités de recherche qui vont essentiellement entre les niveaux 3 et 5. Donc, même si on peut accepter une petite partie des travaux des partenaires français aille au-delà de ces niveaux de TRL, mais cela doit rester cependant marginal. Concernant les aspects financiers, il est important de rappeler que c'est le règlement financier standard de l'agence qui s'applique, donc pour lequel vous avez le lien qui est précisé ici dans la slide. Les conditions d'éligibilité concernent donc la participation à des modules d'appel sur lesquels l'ANR s'est positionné. Donc, il y en a 6, comme on a dit tout à l'heure, au total. Donc, comme module le 3A, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 10. Concernant la composition du consortium, donc je vais répondre également à une question qui a été posée dans le chat. On demande effectivement à ce qu'il y ait parmi les partenaires qui vont demander un financement à l'ANR, au moins un partenaire de type organisme public de recherche français, donc de type CNRS, université, CEA, etc. Bien sûr, éligible au financement de l'ANR. Un point important est également que l'ANR ne finance pas de projets ou des activités de recherche similaires, donc qu'on estime similaires, donc on ne va pas financer 2 fois la même chose. On peut passer à la slide suivante, merci. Donc l'ANR compte consacrer à nouveau 3 millions d'euros pour cette nouvelle édition, avec pour objectif de pouvoir financer entre 8 et 10 projets. L'aide moyenne qu'on s'attend par projet est située entre 200 et 300 000 euros, 350 pardon, 000 euros. Donc, on peut aller dans certains cas, par exemple, s'il y a plusieurs partenaires français qui sont financés, dont un qui est coordinateur, ou bien par exemple des objectifs qui sont particulièrement ambitieux, on peut accepter d'aller jusqu'à 500 000 euros. Mais 500 000 euros sera vraiment l'aide maximale possible. Donc, au-delà, le projet sera considéré comme inéligible. En tout cas, pour conclure, n'hésitez pas à nous contacter. Comme pour les éditions précédentes de l'appel, on ne demande pas de dépôt du projet sur le site de l'ANR pour la première étape, tandis que pour la deuxième étape, donc les partenaires qui auront la chance d'être sélectionnés seront contactés directement par nous-mêmes pour déposer la proposition complète également sur le site de l'ANR. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, et merci pour votre attention. Merci Elisa, et je donne la parole à Samira pour l'ADEME. Oui, merci. Alors, pour l'ADEME, donc en fait, alors cette année, donc le budget, on part sur un budget, et encore, on part sur un budget donc de 500 000 euros, donc on baisse par rapport à l'année précédente, on était à 1 million. Et je suis obligée de vous préciser, vu la situation budgétaire récente, c'est encore sous réserve de possibilités budgétaires, c'est-à-dire que l'ADEME peut ne pas participer à cette édition.
Voilà, donc la décision sera prise en tout état de cause avant le lancement de l'appel qui est prévu donc le 19 septembre. Je suis désolée de le dire à ce niveau-là, mais à ce moment-là, mais il y a encore le doute. Partant du principe que ça va rentrer dans l'ordre, et donc du coup, les montants maximum qui est prévu par projet, le financement par projet, c'est 300 000 €. Et le périmètre, donc les TRL qui sont visés pour ce qui concerne l'ADEME, c'est des TRL de 5 à 8. Il n'y a pas d'exigence sur le type de partenaire, et pas d'obligation que ce soit un partenaire, ça peut être un partenaire industriel, et effectivement avec ça peut être différents types d'entreprises, y compris des PME. J'ai vu une question tourner autour de ça. Et ensuite, comme précisé, on porterait le financement sur le tri, donc le 1, le CM 2024-01 et le CM 2024-04. Et ensuite, donc l'ADEME, après, finance les projets qui sont appliqués dans les projets sélectionnés. Comme je l'ai expliqué, donc les TRL, c'est de la recherche appliquée, donc industrielle ou développement expérimental, avec des TRL donc, de 5 à 8. Et puis pour les règles de financement, vous pouvez les retrouver sur notre site, et je reste à votre disposition, bien sûr, pour répondre sur ce qui est éligible et toutes les règles de financement de l'ADEME. Et voilà, comme je l'ai dit à l'instant, tout type les types d'organismes qui sont éligibles, c'est les organismes publics de recherche, c'est les entreprises de toute taille, les collectivités, les associations, les ONG, voilà, etc. Voilà, merci. Merci. Et donc, région Pays de la Loire. Tout à fait. Bonjour, Gaëlle Frostin. Donc, je suis en charge des sujets et des filières des énergies au sein de la région Pays de la Loire. Et donc, je vais vous présenter les règles qui sont spécifiques à la région. Donc, pour mémoire, la région Pays de la Loire elle est positionnée sur le call module 3B, donc sur tout ce qui va tourner autour des technologies de production d'énergie renouvelable zéro émission. Sur le volet B de ce call, donc les TRL un petit peu plus élevés. Donc, en termes d'éligibilité, on est attentif au caractère ligérien des projets attendus. Donc, on va pouvoir nous cofinancer les partenaires ligériens de consortium lauréat. Donc, pour nous, les activités du projet doivent être développées en Pays de la Loire ou mobiliser des RH qui sont basés en Pays de la Loire. Nous allons pouvoir cofinancer deux sortes de partenaires, des entreprises, quelle que soit leur taille, qui conduisent des travaux de R&D en Pays de la Loire, qui ont été créés depuis plus d'1 an et qui génèrent un chiffre d'affaires significatif. L'idée, c'est que on ne va pas pouvoir cofinancer dans ce cadre-là des startups qui auraient été créées 1 mois avant l'ouverture du call, spécifiquement pour un projet dans ce call. C'est la philosophie de cette règle. Et les acteurs académiques, si et seulement si une entreprise ligérienne est également membre du consortium. Je veux bien la slide d'après. Et en termes de taux de financement, donc ceux qui apparaissent à l'écran là sont des taux maximum. Ce sont les taux liés au régime recherche, développement, innovation. Donc qui vont varier selon la nature des travaux, qu'on soit en termes de recherche industrielle ou de développement expérimental, et puis qui vont varier aussi selon la taille de l'entreprise, assez classiquement. Donc je précise bien que ce sont des taux maximum et qu'ils seront donc déterminés en fonction du statut juridique du demandeur, de la taille de l'entreprise, de la nature des travaux. Éventuellement, on pourra appliquer des taux variables si on estime que certains travaux relèvent plutôt de la recherche industrielle et d'autres plutôt du développement expérimental. Et puis voilà, le niveau final de soutien, il est défini après la phase de sélection, donc après l'issue de la phase 2. Voilà pour la région. Et merci beaucoup. Alors, je sais qu'il y a quelques questions dans le chat. Je propose quand même d'avancer pour être sûr de donner à notre intervenant le temps promis pour son témoignage, et on reprendra vos questions sur le temps de questions-réponses qui est prévu à la fin du webinaire.
Et donc, j'invite Jean-Christophe Gilotto, qui est donc directeur recherche et développement à Innosea, à nous présenter son projet Stewart, qui répondait à un appel 2023. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Très bien. Ok, bonjour à tous et puis merci de l'invitation. Donc oui, je vais vous présenter. Donc cette année, on a été lauréat d'un projet qui s'appelle Stewart et je vais vous présenter un peu les tenants et les aboutissants de ce projet et comment s'est passé le montage. Avant de commencer, je vais juste vous présenter un peu la compagnie dans laquelle je travaille. Donc c'est une société qui s'appelle Innosea. Qui est une société d'ingénierie qui a été créée en 2012. C'était une spin-off de l'École centrale de Nantes. Et donc, on a la particularité de travailler uniquement dans le domaine des énergies marines renouvelables. On travaille bien évidemment dans l'éolien en mer, hein, fixe ou flottant. On travaille sur des projets liés à l'énergie des vagues, à l'énergie hydrolien. Et puis, on va arriver au projet Stewart. On travaille également sur l'énergie solaire flottant. Donc, on est une entreprise de 50 ingénieurs à peu près. On est principalement situé à Nantes, mais on a également des bureaux en Écosse et en Espagne. On est relativement habitué aux projets de recherche multipartenaires, puisqu'on est impliqué dans 15 projets R&D, que ce soit des projets européens, mais aussi des projets français. Et donc, en termes d'activité, on propose un relativement large éventail de services. On fait du design de structures offshore, donc à différentes étapes d'un projet industriel. On peut faire du design conceptuel jusqu'à du design détaillé. On travaille notamment sur l'éolien à tout ce qui est modélisation numérique de ces éoliennes. Et on peut faire également du design de tout ce qui est système d'ancrage, câble dynamique ou design tout simplement structurel de ces structures offshore. Et on fait également tout ce qui est analyse hydrodynamique de tous ces différents systèmes. Et puis, on a un service qu'on a lancé il y a un peu plus d'1 an sur tout ce qui est adaptation au changement climatique et puis à l'intégration de tout ce qui est stockage d'énergie, notamment stockage par hydrogène. La slide d'après, s'il vous plaît. Il y a un peu plus de 2 ans, on a été racheté par un groupe norvégien qui s'appelle ABL. Donc, comme vous le voyez, hein, c'est un groupe qui contient de nombreuses entreprises. Hein. On a un groupe à peu près de 2000 personnes. On est sur une quarantaine de pays. On a 60 bureaux. Donc là, c'est pas un groupe qui est uniquement qui travaille uniquement sur les énergies marines. Hein. On a un secteur pétrolier, on a un secteur maritime et puis le secteur énergie renouvelable et où Innosea apparaît, comme vous le voyez, sous la bannière OWC. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, cette année, là, très récemment, on a été lauréat d'un projet du code précédent du CETP. Donc, c'est un projet qui s'appelle Stewart, un projet de 3 ans en lien avec le développement de l'énergie solaire flottant en Europe. Alors, vous avez certainement dû entendre parler du solaire flottant. C'est un secteur en pleine expansion qui se développe depuis de nombreuses années et malgré la présence de nombreux projets, en fait, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse et notamment toutes les questions liées à l'impact de ces parcs solaires flottants avec son environnement. Dans les deux sens, l'impact du solaire, de ces parcs solaires flottants sur les conditions environnementales, l'impact environnemental et l'impact écologique, mais également, dans l'autre sens, l'impact de l'environnement et de l'écologie sur les performances de ces systèmes. Donc ce projet a vraiment l'objectif de faire le bilan de ces interactions
au travers du monitoring de plusieurs sites en Europe. Donc là, je vous ai mis 4 images de sites en Europe. Un en Suisse, un en Allemagne, un aux Pays-Bas et un en France, à Brest, avec le concept d'une autre société ligérienne qui s'appelle Eliorec. Slide suivante, merci. Ici, donc, juste, on a des objectifs stratégiques qui est vraiment donc d'évaluer, de déterminer dans quelles conditions ces systèmes solaires flottants sont respectueux de l'environnement et éventuellement proposer des améliorations pour minimiser leur impact écologique. Et puis également promouvoir le développement du solaire flottant en Europe et au-delà. Et en termes d'objectifs opérationnels, donc pour pouvoir mesurer cet impact environnemental, on souhaite développer un protocole de surveillance original, donc qu'on appliquerait sur les 4 parcs que j'ai mentionnés précédemment, et développer des méthodologies pour améliorer la conception de ces systèmes solaires flottants. On souhaite également, avec des collègues, faire une analyse économique et juridique. Je vous en parlerai juste après avec le découpage des différents work packages et, comme je dis, améliorer les conceptions actuelles en étant plus respectueux de l'environnement et de l'écologie. Slide suivante. Donc le consortium, on est 8 partenaires, dont 3 universitaires. On a également un porteur de projet avec Baiwa Renewables. On a un développeur de système avec Eliorec. On a un centre R&D avec Fraunhofer qui est aussi coordinateur. Et on a un cabinet juridique, Tonucci and Partners. Et puis nous aussi. Slide suivante. Donc, à la question que la région m'a posée, comment le consortium s'est-il monté? Tout a commencé il y a un peu plus d'1 an lors d'une conférence et lors d'une table ronde. On a été plusieurs à être invités à une table ronde et à la fin de cette table ronde, donc cette table ronde, c'était sur le développement du solaire flottant et de leur impact environnemental. Et une des conclusions de cette table ronde, c'était que, ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait beaucoup de questions qui restaient sans réponse. Et on s'est dit, avec les différents membres de cette table ronde, que ce serait pertinent de proposer un projet sur cette thématique. Donc, ces partenaires ont constitué en fait le noyau dur qui a commencé à lancer le montage de ce projet. Et chacun de ces partenaires a fait appel à son réseau pour inclure de nouveaux partenaires dans le consortium. Slide suivante. Donc, pour le montage de la proposition, ça a été assez rapide finalement. On avait les idées assez claires avec les partenaires qui composaient le noyau dur encore du consortium, puisque c'était des partenaires qui principalement analyser des données in situ pour développer de nouveaux protocoles, de nouvelles méthodes, de nouveaux modèles numériques, etc. Donc le découpage a été assez facile. Le travail était plutôt de récupérer d'autres partenaires qui, eux, avaient des sites solaires flottants et qui étaient enclins à partager leurs données. Donc, on a 5 work packages, on va appeler techniques. Le work package 1 qui est vraiment sur comprendre l'impact environnemental des systèmes solaires flottants sur l'écosystème et comprendre l'impact de cet environnement sur les performances techniques. Le work package 2, c'est plus un work package qui travaille sur l'interaction entre les oiseaux et les parcs solaires flottants, encore une fois, l'interaction dans les deux sens. Un Work Package 4 qui est plutôt axé sur le calcul du LCOE et tout ce qui est acceptation sociale. Un Work Package 5 qui traite des sujets juridiques et qui veut notamment faire une étude comparative
des différentes règles et lois qui sont applicables dans les différents pays européens pour voir les avantages, inconvénients et essayer de faire des propositions pour pouvoir avoir une sorte d'harmonisation entre les différents pays et aussi de créer un réseau d'experts juridiques sur ce sujet-là. Et puis, Work Package 3, que l'on va manager, qu'on va leader, qui collecte en fait toutes les informations des 4 précédents Work Package pour développer une vision, on va dire, holistique du design de ces systèmes solaires flottants qui engloberait donc tous les aspects environnementaux, la rentabilité et l'acceptation sociale et, in fine, proposer des mesures d'amélioration pour rendre ces systèmes solaires flottants plus respectueux de l'environnement tout en étant compétitifs et puis acceptables d'un point de vue social. Donc voilà le découpage que l'on a fait. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, comment s'est passée la construction? Donc, comme vous le savez, hein, c'est un appel en 2 phases. Donc là, le tout début, ça a été vraiment une lecture détaillée du texte de l'appel à projet qui était assez nouveau pour l'ensemble des partenaires. Et on a passé un certain temps, chacun dans notre coin d'abord, et puis avec des réunions tous ensemble pour comprendre le fonctionnement et ce système de financeurs qui peuvent être différents suivant chacun des pays impliqués. Bien comprendre aussi les enjeux. Bref, il y a tout un problème d'optimisation multi-contrainte à résoudre lors de cette première phase pour avoir un consortium qui se tienne. Et au final, on a eu peu de réunions dédiées au contenu scientifique. C'était par contre une grande partie du temps pour rechercher de nouveaux partenaires. Donc, voilà, envoyer des mails, faire des réunions pour expliquer le contenu du projet et trouver un point d'entente pour satisfaire les besoins de tous les partis. Donc, cette première phase, voilà, la rédaction, c'est assez léger par rapport à d'autres appels à projets. En tout cas, c'est quelque chose qui s'est fait assez rapidement. Par contre, j'y reviendrai dans les conseils. Voilà, le choix de nouveaux partenaires, le choix même des partenaires doit se faire de manière assez méticuleuse pour ne pas avoir de soucis dans la phase 2, voire même une fois le financement obtenu. Pour la phase 2, donc la proposition finale, là aussi, il y a eu beaucoup de temps passé sur la recherche de nouveaux partenaires. Dans la première phase, on n'avait pas réussi à avoir tous les partenaires nécessaires, notamment les partenaires qui ont des sites solaires flottants. Donc là, il y a eu encore une fois tout un travail de contact et de mise en relation pour pouvoir finaliser le montage du consortium. Et puis, forcément, même si on reste sur des tailles de propositions plus courtes que pour l'école Horizon Europe, par exemple, voilà, c'était des réunions hebdomadaires avec encore plus de réunions au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la deadline de soumission. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, ouais, les avantages du call CETP. Alors, je me suis surtout, comparé à Horizon Europe. Pour ceux qui ont déjà déposé des projets Horizon Europe, voilà, le travail de rédaction de la proposale est conséquente, mais plus courte et plus légère que pour un call Horizon Europe. Même si on n'était pas porteur, on a beaucoup contribué au montage et à la rédaction de la proposale. Et c'est quand même quelque chose qui reste conséquent, mais moins important que pour un call Horizon Europe. Ce que j'ai trouvé, moi, c'est par rapport à un call européen classique, c'est la facilité de contact avec le financeur local. Bon, je sais pas, j'ai eu beaucoup de chance peut-être, mais j'ai pas hésité à envoyer des mails quand j'avais des questions. Et j'ai eu des réponses dans la journée ou une proposition de réunion dans la journée pour répondre à toutes mes interrogations. Et ça,
c'est quand même très confortable et j'ai pas eu cette aide à ce niveau-là, en tout cas, pour des montages de projets européens plus classiques, on va dire. Donc voilà pour les avantages. Un conseil pour les futurs acteurs français souhaitant déposer un projet dans lequel de l'appel CETP. Encore une fois, moi, si je devais donner des conseils, très tôt prendre contact avec les financeurs locaux, juste pour vous assurer que ce que vous avez en tête avec vos partenaires est bien en adéquation avec le scope de l'appel à projet. Ça permet d'éviter tout déboire dans les mois qui suivent. Et puis notamment aussi avoir en tout cas moi j'en avais besoin des éclaircissements ou des réponses à mes questions suivant sur les conditions de financement. Notamment mentionner, ça peut être une part de subvention, une part de prêt. Donc là, je voulais avoir des éclaircissements là-dessus qu'on m'a donné très rapidement. Typiquement, le prêt, donc nous, on fait partie du groupe ABL, hein, comme je disais précédemment, et c'est un groupe qui ne contracte pas de dette. Donc, le fonctionnement sous forme de prêt est de facto impossible. Donc, je voulais vraiment avoir une réponse à cette question-là. Donc, on m'a dit que ça serait probablement la fin. Il y aurait de grandes chances que ça soit de la subvention. Et puis, j'avais également des questions sur le taux. Vous avez vu ce tableau entre recherche industrielle et puis développement expérimental, voir un peu les définitions de ces termes et quelle est la limite pour passer de l'un à l'autre, parce que quand même les enjeux sont importants d'un point de vue financier. Un autre conseil, c'est que si je dois en donner, ça serait même si on n'était pas porteur, de bien contrôler que chaque partenaire a vérifié son éligibilité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour cet appel à projet. Nous, on a eu quelques déboires. Ce que je mets ici, on a perdu 2 partenaires lorsqu'on a su qu'on était reçu pour la phase 2 de l'appel à projet, car au final, ils n'étaient pas éligibles. Donc là, c'est pour ça que je mentionnais que lors de la phase 2, on a dû rechercher des partenaires. Et un autre conseil, en tout cas, c'est quelque chose que moi j'ai fait, c'est lors de la phase 1, il est arrivé le moment où on s'est aperçu qu'il nous manquait des partenaires et on a dit on va quand même déposer. Entre les 2 phases, on va continuer de rechercher des partenaires. Et si on passe à la phase 2, eh ben, on aura fait ce travail et on pourra compléter le consortium. Sauf que, corrigez-moi si je me trompe, normalement, on ne peut pas augmenter le budget total du projet de plus de 25% entre les 2 phases. Et donc, même si, pour contrer ça, moi, j'ai divisé mon budget en 2 parties, le budget INOCI et puis le budget d'un partenaire potentiel pour la phase 2. Donc, j'ai fait un budget comme si c'était pour nous, en prévision de la phase 2. Et en fait, on a transféré ce second budget, notamment ici à Aeliorec, qui a pu compléter après son budget. Voilà. Ça, c'est une technique qui peut être assez utile pour éviter d'être borné par ces 25% de budget supplémentaire. Voilà, slide suivant, s'il vous plaît. Ouais, c'est tout. Oui, c'est fini. Merci beaucoup donc pour ce retour et ces conseils. Je propose peut-être, donc là on démarre la session de questions-réponses, on a un peu de temps, de peut-être vous donner la parole, donner la parole aux personnes présentes pour des questions qui vous seraient dirigées en priorité, pour réagir à ce retour d'expérience. Et puis après, on prendra les questions qui ont déjà été en partie répondues dans le chat sur des questions un peu plus génériques. Et c'est le moment où vous pouvez aussi lever la main si vous le souhaitez pour allumer votre micro et poser directement des questions aux intervenants, quels qu'ils soient. Et donc, je donne la parole à Arnaud Coutret. Vous pouvez allumer votre micro.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien. Donc, merci beaucoup pour cette présentation, c'était très intéressant. Arnaud Coutré de France Énergie Marie. Donc, on est intéressé par, donc, si j'ai bien suivi, le call module, donc énergie marine renouvelable, à la fois action 1 et 2. Donc, on est en cours de réflexion sur ces activités de montage. Donc, le retour d'expérience était très intéressant. Et si je comprends bien, donc là, vous avez aussi 1 an de projet qui a déjà couru, ou certainement un peu moins? Non? Non, 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 on a été notifié du financement il y a quoi? Il y a 2 semaines en fait. Donc non, Ah non, oui, non, non, on est sur plutôt l'aspect administratif du projet qui devrait vraiment commencer dans 2, 3 mois. Ouais. d'accord. Très bien. Donc, j'anticipais un petit peu les étapes. Je voulais savoir si vous aviez déjà un retour d'expérience sur le démarrage des activités, mais non, je suis un peu trop en Non, mais avance de phase. rien que le démarrage administratif est un peu laborieux, pour être honnête avec vous, parce qu'a priori, enfin, pour être transparent, j'ai une réunion dans une demi-heure avec l'ensemble des partenaires et il semblerait que certains partenaires aient des problèmes administratifs et ne soient pas sûrs de rentrer dans le projet. Donc, c'est pas fini. Peut-être que je peux apporter D'accord. juste une petite précision par rapport à cette question. Effectivement, donc on est sur des calendriers qui inscrivent. Donc là, on va ouvrir en septembre la première phase de l'appel et les lauréats éventuels seront notifiés au cours de l'été 2025. Et donc, la contractualisation de chaque partenaire avec son agence financeuse n'interviendra qu'à l'automne 2025. Et les projets doivent tous être commencés avant le 31 décembre 2025. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la contractualisation, du fait qu'elle se fait avec chaque agence financeuse, elle n'est pas simultanée forcément pour l'ensemble des partenaires. Donc là, dans l'exemple qu'on vous a pris, c'est la région Pays de la Loire qui va contractualiser avec Innossi et Liorec simultanément, mais que pour les 2 partenaires nigériens. Et donc, effectivement, le même exercice se fait dans l'ensemble des pays. Et si c'est 8, c'est 8. Et si c'est plus, c'est plus. Donc voilà comment ça fonctionne. Ok, c'est très clair, merci. Et très intéressant aussi, effectivement, forcément, il y a la comparaison avec les projets Horizon Europe, qui sont connus pour être assez lourds dans la préparation, le montage du projet, et aussi de plus en plus compétitifs. Donc, cette alternative FET Partnership est forcément intéressante. Donc, est-ce que ça s'est déjà vu aussi que les projets déposés pour un format Horizon Europe se voient déposés dans du CET? Est-ce que euh, les gens essayent de multiplier leurs chances avec 2 guichets potentiels? Juste pour notre consortium, à la fin de la phase 1, on avait la démarche inverse, en fait. C'est juste une Mhm. histoire de calendrier. Il y avait un appel à projet Horizon Europe qui est arrivé quelques mois après la deadline pour le CETP et on s'est dit, bah, pourquoi pas le déposer à l'Horizon Europe aussi, quoi. Le plus gros du travail ayant été fait. D'accord. Bon. Merci pour vos réponses. Je vais laisser la parole aux autres participants. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres participants qui voudraient poser une question à Jean-Christophe sur son projet, quoi que ce soit? Et oui, vous pouvez ouvrir votre micro. Donc, je vois juste Cro. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Rémi François. Alors, c'était pas une question spécifique à Jean-Christophe, mais une question plus générale, mais qui fait écho à ce qu'il vient de dire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un projet soit financé par 2 guichets différents, en restant dans une limite, avec peut-être des contraintes, mais est-ce que c'est possible? Imaginons, je ne sais pas, Jean-Christophe a déposé son dossier aussi Horizon Europe. Si Horizon Europe, est-ce qu'il peut être retenu par ailleurs, avec quelles limitations? Ou est-ce qu'il y a des principes qui font que c'est simplement pas possible pour la ligne? Alors, très brièvement, il y a le principe de non
doublement, enfin, comment on dit ça, enfin, on peut pas financer doublement, pardon, un même projet. Donc ça, c'est vraiment impossible, quels que soient les fonds européens. Donc un même projet ne sera jamais financé deux fois. Il y a des possibilités de complémentarité, mais je ne sais pas si dans le cas du CETP, ça s'applique vraiment. Je peux laisser Pascal, Kael ou Samira compléter. Pour compléter la question, ce n'est pas d'imaginer qu'un projet va récolter plus d'argent que ce qu'il a besoin, ou qu'il va récolter deux fois 60% ou deux fois 70%, évidemment, ce n'est pas ça. Mais savoir est-ce qu'il peut profiter de différentes contributions dans une limite quelconque. Ouais, je ne sais pas si je peux... Vas-y, Pascal, je compléterai si besoin. Oui. Bon, je pense que... Alors, tant qu'on reste dans les limites autorisées par l'encadrement des aides communautaires, hein, donc, notamment qui s'appliquent aux entreprises, effectivement. Donc, ça s'applique moins aux organismes publics de recherche. Effectivement, on peut cumuler des financements de différents guichets pour financer des activités complémentaires qui vont contribuer à vous, à votre échelle, peut-être à ce que vous estimez être un plus gros projet. Donc ça va être des différents financements qui vont contribuer à votre projet à vous. Donc ça, je pense que c'est pas interdit. D'un autre côté, le problème qu'on a, nous, au niveau des agences, c'est qu'on a relativement peu d'informations sur ce genre de choses, excepté si vous nous le dites, en fait. Parce qu'on n'a pas aujourd'hui de moyens de savoir très précisément si tel et tel partenaire a obtenu tel financement, même par l'ADEME, par exemple, sur tel sujet qui est très proche de celui qu'on a financé à l'ANR, par exemple. Voilà, donc on n'a pas aujourd'hui de base partagée entre agences, même au niveau européen, pour ce type de croisement. Donc c'est vrai qu'on va aussi dépendre beaucoup de vous. Mais à mon avis, bon, je pense que ce n'est pas interdit, mais ça doit rester dans le cadre de l'encadrement des aides communautaires. Tu veux compléter, Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Pascal. En fait, après, effectivement, on est dans le cadre de nos appels à projets, indépendamment CETP, mais c'est pareil pour CETP, mais pour nos autres appels à projets nationaux, effectivement, on peut identifier des complémentarités, effectivement, de financement. Et puis définir des périmètres de financement de manière effectivement à avoir des périmètres financés par telle ou telle agence. Voilà, donc effectivement, en complément de ce qu'a dit Pascal, après, effectivement, il y a aussi l'aspect TRL, bien sûr, parce que là, pour le coup, il y a des différences. Et donc, selon la maturité des projets, voilà, ce sera forcément l'une ou l'autre des agences. Voilà. Et oui, peut-être pour compléter, effectivement, avec un cas un peu pratique, effectivement, d'un projet qui a échoué à un Horizon Europe et qui essaye du coup de le reformater pour le faire entrer dans le CETP, peut être confronté à des difficultés du fait que les partenaires qui étaient autour de la table au départ ne sont pas forcément ressortissants d'agences financeuses du call sur lequel le projet pourrait être déposé dans le CETP. Et donc, il faut redétricoter la composition du consortium, etc. Donc, rien de simple en l'état, en tout cas. Merci beaucoup pour la question et pour les réponses. J'étais en train de parcourir donc, les nombreuses questions qu'on avait dans le chat. Moi, il me semble que toutes les réponses ont été apportées. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à soit la remettre dans le chat, soit lever la main. Et en attendant, je donne la parole à Mathis Lebido pour sa question. Oui, bonjour. Mathis Lebido pour le groupe Legendre. Nous sommes intéressés pour déposer un dossier sur le call module 3B. Et j'avais une question, moi, concernant la répartition des coûts entre la recherche industrielle et le développement expérimental. Est-ce qu'on pourrait avoir une définition un peu simple qui s'applique à des projets sur le CETP et peut-être de la part du projet Steward, si on peut avoir un exemple un peu détaillé de comment ils ont réparti leurs coûts entre la recherche expérimentale et la recherche industrielle et le développement expérimental. Steward, je pense que... Ouais. C'est bon? Oui, c'est bon, allez-y. On n'a peut-être pas été de très bons élèves parce qu'au départ, alors pour nous, c'était clair, c'était la recherche industrielle.
Et donc, le retour qu'on a eu au financement lorsqu'on a été annoncé comme lauréat, c'est que finalement, il était estimé que c'était plutôt du développement expérimental. Donc, il y a eu tout un argumentaire de faits pour démontrer que c'était effectivement de la recherche industrielle. C'est en ça que je disais, c'est important, je pense, très tôt, mais c'est compliqué quand on est en train de définir un projet, d'échanger avec le financeur local pour bien définir ce que c'est que le développement expérimental et la recherche industrielle pour confronter avec ce qu'on a en tête pour le projet. Parce qu'encore une fois, à la fin, ça peut avoir des répercussions sur financier et sur la suite du projet. Donc voilà, tout ça pour dire que nous, on n'a pas été forcément des très bons élèves. Moi, j'avais ça en tête à la phase 1. À la phase 2, je l'ai un peu oublié, en fait, d'écrire peut-être un argumentaire en précisant quel type de recherche c'était pour chaque core package. Mais on nous a laissé l'opportunité de le faire à la fin, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre réponse. Mais... Ouais, tu voulais répondre aussi peut-être? Oui. C'était bon. Allez. C'était bon, c'était juste par exemple sinon si vous aviez juste un exemple par exemple qui différencie, enfin je sais pas, peut-être une tâche que vous aviez définie en recherche industrielle et puis qui était discutée plutôt en développement expérimental. Je peux savoir un exemple peut-être de. Peut-être, Monsieur Le Bido, peut-être qu'on peut en rééchanger. On est déjà en échange sur vos sujets. Ouais. Peut-être qu'on peut en rééchanger en particulier ensemble. Effectivement, pour ce qui est de la région, on se base vraiment sur les définitions du régime RDI. Après, c'est toujours peut-être pas simple à appréhender pour vous. Donc, on va regarder ça ensemble. Il n'y a pas de souci. Ok. Parfait, merci beaucoup. Merci. Donc, une des questions qui n'avait visiblement pas été répondue, c'est sur la possibilité d'intégrer des partenaires en phase 2. C'est ce que je disais dans les règles générales. Normalement, en phase 2, on n'est pas censé modifier son consortium, sauf cas particulier, notamment, c'est ce que Jean-Christophe disait, si un des partenaires se retrouvait à être inéligible. Dans tous les cas, alors, Gaël, tu compléteras. En tout cas, ce qui est conseillé dans ce cas-là, c'est de prendre attache avec son financeur pour avoir plus de détails sur ces questions-là. Mais Gaël, je te vois lever les yeux. Non, Pascal. Voilà. Je peux peut-être compléter effectivement sur cette question-là, parce que c'est une question qui est quand même intéressante, effectivement, sachant que les modifications sont possibles, mais elles sont quand même très encadrées. Elles sont souvent liées effectivement à des problèmes d'inéligibilité nationale, sachant que certaines agences sont très exigeantes sur les questions d'éligibilité. Alors, je ne parle pas forcément d'agences françaises, d'ailleurs, c'est plutôt des agences d'autres pays qui ont des règles extrêmement restrictives qu'il faut bien comprendre, et notamment en s'assurant que les partenaires de ces pays-là demandant financement à ces agences ont bien pris contact avec ces agences-là pour discuter de ces problèmes d'éligibilité en amont du dépôt de la pré-proposition. Parce que sinon, effectivement, le risque, et c'est ce qui s'est produit cette année, c'est qu'elles peuvent se retrouver déclarées inéligibles, ce qui peut poser la question de l'éligibilité globale du projet, puisque la règle d'éligibilité transnationale de participation d'au moins 3 partenaires de 3 pays différents, dont 2 partenaires de 2 pays, soit États membres de l'Union européenne, soit membres associés, ne sera peut-être plus vérifié. Donc ça, c'est quand même, ça pourrait être un problème sur le projet. Dans certains cas, le projet peut rester éligible par rapport à cette règle transnationale, mais on lui donne la possibilité de remplacer les partenaires qui ont été déclarés inéligibles.
Donc c'est dans ce cadre-là souvent qu'intervient cette modification de projet à ce stade-là, sachant que c'est encadré également par le fait qu'on ne souhaite pas que si le partenaire avait un rôle très important dans le projet, donc, et notamment on le mesure en termes d'implication en personne moi, ça ne doit pas dépasser les 25% en fait, de la totalité des efforts du projet. Le projet peut rester éligible et donc c'est à voir le consortium s'il veut remplacer ce partenaire ou pas. Donc ça, on le laisse décider pour déposer en deuxième étape. C'est un point important. Bon, tout ça, c'est parce que les projets étant évalués transnationalement en première étape, il faut pouvoir s'assurer que l'évaluation qu'on a menée en première étape, qui a conduit quand même à écarter quand même quelques projets, reste valable, et donc que les projets qui ont été évalués en première étape ne soient pas trop modifiés en deuxième étape, et notamment des projets qui ont été acceptés en deuxième étape ne soient pas beaucoup moins bons après le retrait de ses partenaires, etc., que des projets qu'on n'a pas invités en deuxième étape. Voilà, c'est aussi ça qui est important du point de vue un peu justice par rapport à l'ensemble de ceux qui ont déposé des projets en première étape. Ce que je voulais rajouter sur ces points-là. Merci Gaël, tu voulais compléter ou c'est bon? Merci beaucoup. Alors, une question, et je pense que ce sera peut-être la dernière, puisqu'on s'approche tout doucement vers la fin du webinaire, sur donc la possibilité d'avoir une subvention européenne pour donc atteindre un TRL 4.5, puis cet appel à projet CETP pour la suite. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Pardon, du coup, j'ai pas compris. Donc, je suppose qu'on aurait une première subvention, par exemple, classique Horizon Europe, avec donc une techno qui serait amenée à l'échelle 4.5, et puis on envoyerait sur un appel CETP. Oui, bah, tout à fait. En fait, les projets qui sont déposés à CETP, ça peut être leur base, ça peut être effectivement un projet précédent européen qui a un intérêt le plus bas, ça peut être une grappe de projets nationaux ou régionaux que les partenaires veulent rapprocher ou mettre ensemble pour produire un projet transnational qui serait financé par CETP. Ça peut être différentes origines, mais c'est pas du tout exclu effectivement que ça pourrait être comme point de départ un noyau de projets financés par l'Europe précédemment. Alors, je voulais quand même insister sur un point sur lequel on n'a pas trop insisté, c'est que les projets qui sont financés dans CETP sont en général quand même des projets plus petits que les projets directement financés par l'Europe. On est sur des nombres de partenaires, là on a vu 8 partenaires, ça fait partie des gros projets de CETP. On est quand même sur des projets en général plutôt plus petits, autour de 5-6 partenaires. Voilà, beaucoup de projets entre 3 et 8 partenaires en fait. C'est un peu ce qu'on observe dans CETP. Merci beaucoup. Alors, je propose de continuer justement avec donc les contacts qui vont bien. Donc, vous avez un peu découvert qui s'occupait de quel appel. Donc, je vous invite à reprendre la tâche avec les différents contacts pour les différentes agences si vous avez des questions qui demeurent. Donc, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce sera moi-même ou des personnes de mon équipe. Donc, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse pcmclipenergierecherche.gouv.fr. Et puis sinon, directement contacter l'ANR, l'ADEME et Région Pays de la Loire. Vous serez très bien accompagnés, j'en doute pas. Simplement, 2 informations importantes, je pense à souligner dans cette planche. C'est la plateforme de matchmaking, donc l'avant-dernier lien, qui vous renvoie vers, comme son nom l'indique, cet outil de mise en réseau des acteurs qui souhaitent se positionner au niveau européen sur des appels CETP. Donc, elle a le mérite d'exister et je vous invite fortement à aller y jeter un œil, sachant que c'est toujours un peu la question de comment on fait pour chercher des partenaires au niveau européen. Et puis, le 12 septembre, donc l'équivalent de ce webinaire qu'on a fait aujourd'hui, mais cette fois-ci au niveau européen, et ça se passera en ligne à 10h. Donc, le lien est également disponible sur la slide. Et puis, je le rappelle que ces slides et l'enregistrement du webinaire seront mis en ligne rapidement sur le site Horizon Europe du ministère.
Simplement, alors là, je passe très rapidement pour vous informer qu'il existe une communauté de connaissances au niveau du CETP qui a pour but de vraiment de créer, voilà, comme son nom l'indique, une communauté des parties prenantes de ce partenariat, donc d'échange de bonnes pratiques à tous les niveaux que ce soit, et puis aussi ce qu'ils appellent un impact network, donc un réseau cette fois-ci plus pour maximiser les résultats qui sortent de ces projets, qui sont issus de ces projets CETP. Les liens sont de toute façon disponibles en bas de la slide, et puis les liens pour rester informé sur ce qui se passe au sein du CETP au niveau européen. Et puis les 19h, pardon, pas 19h45 malheureusement, mais 15h45, il nous reste un petit bout de journée, et c'est la fin de ce webinaire. Donc je tiens à remercier tout particulièrement tous nos intervenants aujourd'hui pour l'ANM, l'ANR, l'ADEME, Région Pays de la Loire, et puis pour Innossi. Et j'espère que vous serez nombreux à candidater à cet appel. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. Merci Annabelle et Benjamin pour l'organisation. Merci, au revoir. Merci, bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.